La vie est belle quand tout est rose autour de nous. Les bonnes senteurs, les bons parfums, la joie de vivre, tous nos rêves et nos projets que nous avons pour le futur. C'est beau, non? Bien sûr, bien évidemment. Mais un beau matin, on se réveille et puis tout ça se coule. La conséquence est, on est émotionnellement détruit, on est brisé de l'intérieur. Et l'on se demande, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mesdames et messieurs, bienvenue sur Clean Wafa TV, la web télé des femmes. Comment se reconstruire après une déception? C'est le thème de ce jour. Et pour en parler, nous avons dans ce studio une voix plus autorisée que la mienne qui va vous édifier sur la thématique. Restez connectés, ça commence tout de suite. Et c'est avec notre invitée, la coach de vie, Nora Kafando. Bonsoir Nora. Bonsoir. Comment ça va? Je vais bien et vous-même? Ça va très bien. Si vous permettez, on va se tutoyer. Oui, c'est parfait. Pour une ambiance beaucoup plus conviviale. Parfait pour moi. Bienvenue à Clean Wafa TV. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous accueillir. Comment s'est passée cette journée? Une journée marathon, un peu comme d'habitude pour moi, une journée marathon, mais je suis dans un cadre paisible avec de belles couleurs roses. C'est très apaisant, donc je me sens nettement mieux là. Merci beaucoup pour ces compliments. Alors, nous avons développé le thème comment se reconstruire après une déception. Nora Kafando, quand on dit le mot déception, à quoi cela fait-il allusion? Qu'est-ce qu'on ressent déjà? Alors déjà, pour définir la déception, en général on parle de déception, on parle d'un sentiment d'échec par rapport à une situation donnée. Donc il y a la notion d'échec, la notion de quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Il y a eu un gap, disons une distance, une différence entre ce que j'attendais et ce que j'ai reçu. Et la résultante de ça, c'est ce sentiment-là qu'on appelle la déception. Donc ce sentiment de déception s'accompagne de plusieurs émotions. Parce que c'est tout un processus et c'est une succession d'émotions différentes qui va se mettre en branle. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de déception. Généralement, quand on parle de déception, les gens voient le côté amour. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de la déception qu'on ignore ou qu'on néglige? Je crois qu'à tous les niveaux de la vie, on peut être déçu. Parce que n'oubliez pas le point important sur la déception, c'est la notion d'attente. Or, l'être humain a des attentes à tous les niveaux. On a des attentes face à nos conjoints, on a des attentes face à nos enfants, on a des attentes face à nos employeurs, on a des attentes face à notre leader religieux, on a des attentes face à notre leader politique, on a des attentes envers tout autour de nous. On a des attentes envers la vie elle-même, on a des attentes envers Dieu. Donc à partir du moment où les attentes sont présentes, il y a un risque de déception. Et ça veut dire que lorsque les attentes dépassent ce qui s'offre à nous, il y a forcément un problème qui va survenir. Voilà, c'est comme une équation, c'est-à-dire attente est supérieure à ce que j'ai reçu. Et donc ça donne déception. Mais comment, je ne sais pas comment dire, mesurer ces attentes, puisqu'il faut aller mollo pour ne pas se faire submerger. Alors, je vais vous dire honnêtement, ce genre de choses, je crois que c'est la vie qui enseigne au fur et à mesure. Voilà, c'est la vie qui enseigne au fur et à mesure. Et c'est aussi ce genre d'émissions comme celle qu'on est en train de faire qui permettent aux gens aussi de s'analyser. Parce que la déception peut être aussi un processus qui va m'amener à saisir une opportunité de me développer, de devenir meilleur. Et c'est à ce moment que la déception devient, j'allais dire, une opportunité. Vous savez que dans le développement personnel, tout est opportunité. Que ce soit des moments difficiles ou des bons moments, on doit pouvoir tirer le meilleur de ce qui s'est passé pour être une meilleure version de soi-même. Mais cela ne passe-t-il pas par d'abord la personne elle-même, que la personne réalise qu'elle traverse une situation de déception. Absolument. Pour pouvoir analyser les effets de cette situation? Absolument. Il faut nécessairement avoir conscience de la déception parce que ce qui se passe, c'est que souvent on passe vite à autre chose, on ne travaille pas dessus. On passe rapidement à autre chose, on essaie de combler ce vide qui a été créé sans comprendre ce qui s'est passé. Et le risque, c'est qu'on le reproduise encore et encore et encore. Et après, vous savez que on aime dire que les échecs, ça permet d'apprendre, mais pas trop d'échecs aussi. Parce qu'une succession d'échecs, ça escamote aussi mon estime de moi, ma confiance en moi. Pourquoi j'échoue chaque fois en relation amoureuse? C'est peut-être simplement parce que je n'ai pas pris le temps d'analyser
c'est peut-être le même type d'homme que je cherche chaque fois, le même type de femme que je cherche, le même type d'employeur que je cherche. Et chaque fois, je me fais taper dessus. J'ai l'impression que c'est moi qui ne porte pas chance, c'est moi qui ceci, alors que c'est parce que je saute d'attente en attente, de relation en relation, et je ne prends pas le temps de me remettre en cause. En d'autres mots, cela veut dire qu'il faut parfois accepter de se remettre en cause. C'est absolument ça. C'est le secret, c'est d'accepter de se remettre en cause. Parce que l'erreur qu'on fait, c'est de toujours penser que l'erreur vient de l'autre. Que ce soit l'employeur ou etc. On va se dire, c'est mon employeur qui n'est pas bon, c'est mon conjoint qui n'est pas bon, c'est mon enfant qui n'a pas été bien. Alors qu'ici, on parle bien d'une dialectique, on parle d'attente, on parle de ce que je reçois. C'est de voir aussi quel était le niveau de mes attentes. Est-ce que la personne en face était capable de combler mes attentes? Ne dit-on pas que même la femme la plus belle ne peut vous donner que ce qu'elle a? Tout à fait. Donc vous ne pouvez pas vous attendre à être sous un manguier et vous attendre à ce que des pommes descendent. Vous allez être clairement déçu. Ouais. Et ce n'est pas pour autant que vous allez lapider chaque fois le manguier, parce que chaque fois que vous voyez un manguier, vous dites « Oh, mais les manguiers, franchement ». C'est parce que vous n'aviez pas l'attente, l'attente n'était pas calibrée par rapport à ce que le manguier pouvait vous donner. Nous avons notre première question qui est la suivante. Est-ce qu'on peut se reconstruire avec la même personne? Là, c'est le côté amoureux. Amoureux, apparemment, oui. Oui, clairement, hein, clairement, oui. Et on doit pouvoir se reconstruire avec la même personne. Comme je vous ai dit, l'idée n'est pas de rompre immédiatement. L'idée, c'est vraiment d'analyser la situation pour savoir quelle est ma part aussi en termes d'attente et ce que la personne aussi peut me donner. Je crois que quand on arrive à équilibrer ses attentes dans les relations, on se rend compte que ça va, c'est gérable. Je donne un exemple concret. Par exemple, je suis avec un homme et j'aime par exemple les compliments. Moi, j'ai besoin de beaucoup de compliments, par exemple. J'ai besoin qu'ils me disent que ma coiffure, dès que je change de coiffure, que la personne remarque et tout de suite, il faut qu'elle dise ça là, etc. Et quand la personne ne le dit pas, ça amène une déception. Mais ce qu'il faut se dire aussi, peut-être que cette personne, ce n'est pas des choses qu'elle sait faire. Peut-être que vous ne devez pas attendre ça de cette personne. Vous pouvez attendre autre chose, mais pas des compliments sous cette forme. Peut-être qu'elle a sa manière de vous valoriser, elle a sa manière de vous complimenter, qui n'est pas forcément de le dire. Je donne cet exemple parce que les femmes, on est beaucoup victimes de ça. Et l'homme, vous allez voir qu'il a une autre manière d'exprimer sa fierté, le fait qu'il vous trouve belle. Par exemple, il va vouloir sortir avec vous, parce que, mais il ne va pas vous le dire. Mais vous, votre attente, c'est qu'il le dise. Voilà. Donc, dans le couple, il va être important de communiquer, que votre conjoint sache ce que vous attendez, qu'il sache que c'est important pour vous, qu'il dise que c'est beau, ou en tout cas qu'il dise ce qu'il pense. Maintenant, après, est-ce qu'on est capable d'encaisser ce qu'on va nous dire? Comment a été la sauce? Oh là là, c'était trop salé. Bon, je m'attendais à ce que tu me le dises. Voilà. Donc, manager nos attentes, c'est important. Je crois qu'il faut aussi être très observateur par rapport aux habitudes ou aux préférences de notre partenaire pour savoir quelles sont ses attentes. Parce que comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, il faut aussi, faut pas toujours attendre tout de la personne, savoir comment la personne fonctionne pour s'adapter à notre façon de fonctionner. C'est ça. Maintenant, notre préoccupation, vous avez dit qu'après les ruptures, il faut aussi s'adapter à la situation. Mais est-ce qu'il y a un temps minimum recommandé pour qu'on puisse passer d'une relation à d'une autre? Alors, il n'y a pas de temps déterminé, mais il y a des personnes différentes qui encaissent les choses de façon différente. Alors moi, j'ai eu à accompagner pas mal de femmes, c'est beaucoup plus les femmes qui veulent travailler sur ça, des femmes qui ont été déçues, qui ont eu de grosses déceptions, soit qu'elles étaient avec un homme, la personne était déjà mariée, elles ont déjà eu un enfant avec la personne, ce genre de, quand même, de déception de haut niveau, d'humiliation. Et pour certaines personnes, elles ont tenté pendant des années de passer à autre chose, mais elles n'ont pas pu. Voilà, tout comme il y a des personnes aussi, dès que ça se fait, elles arrivent à se poser, s'asseoir, se poser les bonnes questions, comprendre quelles sont les émotions qui la traversent, parce que ça c'est quelque chose d'important. Donc quand quelqu'un vient pour travailler sur une déception, c'est un peu le même travail que le deuil. Qu'est-ce que j'ai perdu dans cette relation qui est en train de partir là? Qu'est-ce que je perds? Est-ce que je perds? Quelle émotion est liée à ça? Est-ce que je sens? On peut avoir de la colère envers la personne qui nous a mis en situation. On peut avoir de la, j'allais dire, de la tristesse. On peut avoir de la culpabilité, sans vouloir. Pourquoi je me suis fait avoir? C'est important de comprendre ce que je ressens
au moment où je subis cette déception? Qu'est-ce que je ressens? Après avoir clairement donné un temps. Donc, il y a des gens qui vont prendre 1 an pour ça, d'autres c'est 2 jours. Donc, il n'y a pas vraiment de temps en tant que tel, quoi. Mais l'idée, c'est, si je décide d'y travailler, que je me consacre à ça pour rapidement sortir de ça et puis avoir un nouveau cycle dans ma vie. Généralement, une fois qu'on est dessus, il y a de la douleur dans le cœur qui fait que c'est difficile parfois de pardonner. Le pardon peut-il être un avantage pour aller de l'avant? Oui, je pense que le pardon, c'est vraiment le médicament. Mais souvent, c'est même pas le pardon envers la personne. Le pardon le plus difficile, c'est le pardon envers soi-même. Beaucoup de gens marchent avec la culpabilité, ce sentiment d'avoir toujours échoué, de ne pas être à la hauteur, etc. Le manque d'estime de soi amène ce sentiment-là, ou cette impression de ne pas être à la hauteur face aux différentes situations. Et finalement, on se colle un trait de caractère qu'on n'a pas, et on utilise même un qualificatif pour se nommer. Moi, je suis la poisseuse, moi, je suis la malchanceuse, etc. Et on avance avec ça. Donc, pas simple. Ces genres de mots traduisent le plus souvent une perte de confiance en soi, oui. De la mésestime. La mésestime, effectivement, parce qu'on parle de déception, on parle d'une blessure qui est en train de s'installer. Et les blessures se traitent. Il faut les traiter rapidement, comprendre les causes, enlever les racines et puis avancer. Vous savez, pour la même situation, 2 personnes différentes ne pourront pas avoir le même rapport à la situation qui s'est passée. Par exemple, vous et votre conjoint, une autre femme et son conjoint, la même situation, la même chose, votre conjoint va vous faire, vous, ça va vécu différemment. Voilà. Dépendamment même de votre background, vous-même de votre vie. Il y a des choses qui vous touchent plus parce que peut-être dans l'enfance, vous avez été quelqu'un de très rejeté, etc. Donc la moindre chose, vous le considérez comme un rejet de la part de votre conjoint. À côté de vous, il peut y avoir une femme qui a été très entourée dans son enfance, etc., mais qui ne va pas du tout interpréter ça comme un signe de rejet, mais plutôt peut-être comme une remise en cause d'elle-même, etc., etc. Donc c'est vraiment tellement aléatoire, c'est vraiment au cas par cas. Il n'y a pas de grandes leçons qu'on peut donner. Il y a des principes qu'il faut savoir. C'est de savoir que une déception, ça se traite. Voilà, il ne faut pas dire ça va passer avec le temps. Ça se traite, il faut prendre ça en compte, il faut le travailler, comprendre quelle émotion est associée à ma situation. Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis en colère? Ce n'est pas la même chose. Quand je suis en colère, c'est que je sens comme une injustice. Si je suis triste, c'est que je sens que j'ai perdu quelque chose. Donc qu'est-ce que j'ai perdu dans cette relation? Est-ce que c'est ma dignité? Est-ce que c'est ma sécurité? Maintenant, si c'est un sentiment d'injustice, c'est se dire quoi? Je trouve injuste que, par exemple, il y a eu ça, ça. Donc, identifier l'émotion qui est le plus associée à cette déception. Ça peut être du dégoût aussi, hein? Il y a des gens qui qui sentent du dégoût parce qu'ils trouvent ça répugnant. Ce qui s'est passé, c'est une situation répugnante. Voilà. Donc, il faut identifier quel type d'émotion est associé à cette situation de déception. Ensuite, la deuxième étape, ce qui va être important, c'est de savoir, malgré tout, qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Qu'est-ce que j'ai appris On apprend toujours de toute situation. Qu'est-ce que j'ai appris de moi dans cette situation? Quelle leçon j'ai tirée? Mais liée à moi. Est-ce que je me rends compte que je suis une personne comme ci, comme ça, etc. J'apprends toujours quelque chose de moi. Je me rappelle le cas d'une personne avec qui je travaillais sur ce même sujet-là et qui avait vraiment du mal à trouver ce qu'elle avait appris d'elle. Et pour elle, elle avait estimé que il n'y avait que destruction dans cette histoire-là. Il n'y avait rien de positif qui pouvait être constructif. Mais avec le travail qu'on a fait, finalement, c'est elle-même ça lui a donné confiance en elle. En fait, elle a dit, mais en fait, dans ce couple-là, moi, j'ai pas tout perdu, j'ai été sincère, je ne savais pas que je pouvais être sincère. Je me suis retrouvée avec un enfant. J'ai été abandonnée, je ne savais pas que je pouvais m'occuper seule d'un enfant. Je ne savais pas que je pouvais avoir le calme et la sérénité. Je ne savais pas que je ne savais pas. Donc, elle a appris des choses sur elle, ce qui lui a rendu plus forte et qui lui a donné de l'assurance. Les dernières sessions, elle est venue sous une autre dimension, vraiment métamorphose, oui. Allant maintenant vers les autres, allant dans des cérémonies, parce qu'elle avait pris confiance en elle, alors qu'au début, elle croyait que tout le monde la regardait, tout le monde se moquait de sa situation qu'elle avait vécue, alors que, au contraire, on trouvait que c'était une femme forte. J'avais vécu quelque chose de compliqué et que les autres ne savaient pas comment ils allaient pouvoir gérer. Mais parce qu'elle avait repris confiance en elle, elle voyait le regard des autres
vraiment de façon différente. C'est là qu'intervient le développement personnel. Oui, tout ça, c'est vraiment le développement personnel. C'est l'âge comme thématique. Souvent, on n'arrive pas à faire la différence. Quand on parle de développement personnel, on voit le mot confiance. Pour reprendre les choses à main, on dit qu'il faut avoir confiance en soi. Pour se reconstruire, il faut avoir confiance en soi. Le mot-clé qui tourne autour, c'est toujours la confiance en soi. Et l'estime, beaucoup. Et la confiance en soi vient aussi de l'estime de soi. C'est un peu comme, vous voyez, non, un engrenage, ça se tient. Ça se tient. Une forte estime de soi permet d'avoir de la confiance en soi. L'estime de soi, c'est la valeur que je me donne. Quelle valeur? Si tu as dit, par exemple, en termes monétaires, je me paierais à combien? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux? Combien je vaux? Combien je vaux, voilà. Et maintenant, après, c'est vraiment de façon simple, sinon il y a des définitions beaucoup plus structurées. Et puis la confiance en soi, c'est ma capacité à faire quelque chose, à réaliser. Donc c'est lié même à une capacité à faire ceci. Donc on aime dire confiance en soi en général, mais on ne marche pas avec la confiance en soi, je veux dire, sur sa tête. On est confiant en soi par rapport à ça. Par exemple, j'ai confiance en moi par rapport à l'idée que je peux avoir une interview avec vous et que ça va bien se passer. J'ai confiance en moi sur le langage. Je sais que je m'exprime bien. Voilà. Mais on a tous nos zones où on n'est pas aussi confiant. Si tout de suite on me dit de construire un mur, je ne suis pas sûr que j'ai la confiance pour le faire. Vous voyez un peu. Avant de poursuivre, nous avons la question d'une internaute. Lorsque la confiance est brisée, comment se reconstruire? Alors ici, il y a vraiment deux aspects. Il y a le travail que je dois faire sur moi-même. Et puis, il y a le travail dans la relation avec la personne. Parce que l'idée ici, c'est de restaurer la confiance, si je comprends bien. Oui, c'est ça. De restaurer la confiance avec la personne. Donc, il y a deux niveaux, c'est-à-dire de voir l'effet que ça a eu sur moi, le même cheminement dont je vous parlais, c'est-à-dire de comprendre ce qui s'est passé, quel était mon niveau d'attente, est-ce que c'était pas trop élevé, etc. Quelle était la part de chacun d'entre nous dans cette affaire, qu'est-ce que j'ai perdu dedans. Par exemple, face à l'infidélité, qui est la plus grande cause de déception dans les relations amoureuses, c'est de comprendre qu'est-ce que je perds dans ce qui... J'ai été victime d'une infidélité, qu'est-ce que je perds dedans? Est-ce que c'est ma dignité? Il y en a, c'est leur estime d'eux-mêmes qui sont même escamotés. Je remets en cause ma valeur en tant que femme. Je me regarde, j'ai été trompée par mon époux, je me dis que c'est parce que je ne vaux rien. Quand je regarde la personne en face avec qui il m'a trompé, ça peut encore me faire dégringoler parce que ça veut dire que je ne vaux pas mieux que... Donc c'est une question vraiment d'estime. Voilà, on parle vraiment sur... Ça remet en cause ma valeur intrinsèque. Donc ça dépend vraiment du niveau de la déception. Il y a des déceptions qui vous touchent très loin juste dans votre estime. Il y en a qui sont des blessures superficielles. Vous allez comprendre la situation, comprendre que peut-être la personne n'était pas capable même de vous donner ça. Il y a des gens qui ne sont pas capables de fidélité. Il faut se dire la vérité. Parce qu'eux-mêmes, ils ont des challenges, ils doivent travailler là-dessus. Moi, je rencontre des hommes qui disent qu'ils ont du mal avec. Donc, c'est pas comme si la personne a fait aussi dans le sens de vous détruire. Mais voilà, c'est une faiblesse. À ce moment-là, je peux revoir mes attentes par rapport à cette... Je me rends compte que cette personne, voilà. C'est comme un enfant, votre enfant, vous lui confiez, je ne sais pas moi, la moto, vous vous rendez compte qu'il n'a pas bien géré, etc., ou bien de l'argent. Peut-être que vous avez surestimé l'enfant, vous avez eu trop d'attentes. Donc, confiez-lui moins d'argent. Vous voyez. Donc, c'est ça l'idée de gérer un peu les attentes que j'ai dans ma relation avec la personne en face, de façon à... donc ça, c'est cette partie déception. Maintenant, restaurer la confiance, il faut en parler. La confiance ne se restaure pas dans le silence, on oublie, on passe à autre chose. Non, il faut en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Toucher du doigt la plaie? Non, ça il faut. Il faut creuser. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Mais avec vraiment un esprit très positif. Qu'il n'y ait pas d'accusation dans ce qu'on est en train de dire. Qu'on ne se dise pas parce que moi je suis la femme trompée, lui il est l'homme infidèle, que tout est de sa faute. D'accord. Voilà. Et on a aussi des déceptions liées au côté professionnel. Est-ce que vous avez déjà vécu des histoires avec des coachs, des gens qui sont venus vous voir par rapport à ça? Oui, ceux qui viennent pour le suivi de leur carrière, pour l'encadrement, pour leur carrière, c'est souvent beaucoup de déceptions. Quelquefois, même, ce n'est pas lié même à l'employeur, hein, c'est déçu par exemple, quelqu'un peut être déçu du métier qu'il a choisi. Il s'attendait à ce que ce métier-là le conduise à plus d'épanouissement, à ceci, mais il se rend compte que ce n'est pas le bon métier.
Tout à l'heure, j'étais sur une autre plateforme, une autre réunion, quelqu'un qui disait que quand il était jeune, il regardait la profession de pharmacien comme étant l'endroit où il peut gagner le plus d'argent. C'était son rêve. C'était son rêve. Parce que pour lui, pharmacien égale beaucoup de richesse. Pour lui, vraiment, parce qu'il voyait que les gens rentraient à la pharmacie, il dit non, il y a beaucoup d'argent dans cette affaire. Voilà. Donc, c'est lui qui a beaucoup d'argent dedans. Quand il a commencé à faire les études, il dit c'est une affaire scientifique, il faut faire des médicaments. Ah, il y a beaucoup de choses. C'est pas ça qu'il cherchait. Il a laissé. Il est allé apprendre autre chose. Aujourd'hui, c'est un commerçant parce qu'il a aimé. Donc, c'est pour dire que souvent, c'est ce que nous imaginons aussi par rapport à une situation, ce que nous imaginons que l'autre ou la situation peut nous apporter. Je peux entrer dans une entreprise espérant que oh, c'est ici que je vais bien me retrouver. C'est ici que je pourrais vieillir, finir toute ma carrière. Je sais qu'ici, je serai respecté. Je sais ici que les valeurs sont les miennes. Je serai à l'aise, etc. Mais vous rentrez, vous voyez que ce n'est pas du tout l'environnement que vous cherchez. Déception. Et là, il faut peut-être refaire votre plan de carrière, revoir vos projets de vie et puis trouver comment sortir de là. Voilà. Peut-on aussi être déçu de ses parents ou vice-versa, les parents déçus de leurs enfants? Là, ça c'est plein même, surtout les enfants envers les parents, ça il y en a plein. Qu'est-ce qui explique cela? C'est les attentes encore. Les attentes, et en général, quand la déception liée aux parents sort, c'est quand on parle des blessures émotionnelles. Donc quelqu'un qui se trouve en situation de beaucoup d'échecs, de succession d'échecs dans sa vie, d'une certaine irritabilité. Bon, je ne vais pas vous citer tous les symptômes, mais il y a des symptômes qui prouvent qu'une personne est blessée profondément. Il y a des gens qui sont nerveux, qui sont difficiles en relation, qui sont susceptibles. Tu les touches à peine. Donc, il y a un ensemble d'éléments comme ça qui peut vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand ces personnes s'approchent de nous, en travaillant, on se rend compte que quelque part, il y a quelque chose qui a été porté pendant des années, qui n'a pas été pardonné et qui ressemble à des blessures et qui amène des déceptions. Je vous donne un exemple rapide. Il y a une jeune dame qui me disait qu'elle était déçue de sa mère parce que sa mère, qui est censée l'inspirer, elle voit que sa mère, le matin, elle prend sa moto, elle pédale comme ça avant que ça démarre. Elle voulait que sa mère soit plus, voilà, plus inspirante. Elle avait idéalisé sa maman. Voilà. Et je lui ai simplement posé une question. À votre avis, quels étaient les rêves de votre mère quand elle avait votre âge? Bon, c'est pas certainement qu'elle n'avait pas de rêve. Bon, essayez de parler avec elle pour voir. Et la mère lui a donné, elle avait plus de rêves à son âge que la fille même actuellement. Donc j'ai dit, en fait, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas de rêve, mais souvent la vie ne nous offre pas tout, on n'arrive pas à s'en sortir et on devient un modèle qui n'est pas forcément inspirant pour nos enfants. Donc il y a des enfants qui sont déçus de leurs parents en termes d'inspiration. Il y en a aussi qui sont déçus parce qu'ils ont subi trop de choses. Parce que vous savez que c'est une question d'image. Les parents représentent quelque chose. Et une fois que vous représentez quelque chose pour moi, j'ai des attentes. Une fois que ces attentes ne sont pas comblées, je suis déçu. Par exemple, je peux vous voir comme une femme parfaite. Hier, on me demandait dans une autre émission, vous êtes une femme morale d'acier, vous êtes forte, on sent que vous, machin. Je dis non, ça c'est pas possible. C'est pas la peine de vous décevoir, me placer là. Non, je pleure, j'ai mal, je suis déçu, je me relève, voilà, comme tout le monde. Comment, après déception, parents et enfants peuvent se réconcilier pour repartir sur de nouvelles bases, par exemple? Alors pour ça, en général, je conseille beaucoup de communication quand les parents sont vivants. Beaucoup de communication. Les cas sont plus difficiles quand les parents sont décédés, mais il y a aussi une manière de procéder. Mais sinon, si les parents sont vivants, c'est beaucoup de communication. Donc on travaille sur une préparation pour que cette personne aille vers le parent qui a blessé. Déjà, il faut identifier quel est le parent qui a blessé, parce qu'on c'est quelquefois pas celui qu'on pense. Voilà, c'est quelquefois pas celui qu'on pense. Il y avait une dame, elle pensait que c'était vraiment à son père qu'elle en voulait, etc. Alors qu'en fait, c'était à sa mère. Et finalement, on a fait une démarche. Elle a dû voyager, aller voir sa mère. On a travaillé ça. On a parlé aussi des déceptions que cette personne pouvait avoir. C'est-à-dire, elle pouvait aussi aller parler à la maman qui va dire, mais moi, ça me dit rien ce que tu me dis. Donc, on a travaillé pour qu'elle soit prête à toute éventualité. Elle a échangé. Mais dans ce cas présent, il n'y a pas eu forcément de reconstruction.
parce que la personne n'a pas souhaité. Elle a souhaité clarifier les choses et puis passer à autre chose. Voilà. Nous avons une question reçue sur notre page Facebook. Comment réagir quand chaque fois tu es déçu du refus de ton conjoint ou de ta conjointe face à ses actions? Autrement, quand tu veux faire quelque chose, il ou elle refuse sous prétexte qu'ils ne tiennent pas. Et cela, c'est à chaque fois. C'est-à-dire que c'est de façon répétitive. Est-ce que vous pouvez vous formuler pour moi? Dis comment réagir quand chaque fois tu es déçu du refus de ton conjoint ou de ta conjointe face à ses actions. C'est comme si on interpelle quelqu'un par rapport à quelque chose et puis la personne persiste, si j'ai bien compris. Voilà, prétextant, voilà, donnant des arguments qui ne tiennent pas. C'est devenu courant, donc c'est Kiyon Bado qui pose la question. C'est-à-dire que la personne a du mal à se remettre en cause, en fait. Et n'écoute pas ce que l'autre dit. Déjà, vous savez, dans le développement personnel, vous pouvez être très déçu, mais en tout cas, moi, je prône la remise en cause personnelle chaque fois d'abord. Parce que vous ne pouvez pas maîtriser l'autre. Vous ne pouvez pas forcer l'autre, prendre sa tête pour mettre dans un trou pour dire, il faut que tu deviennes comme ça. On ne peut pas modeler. Le seul levier que vous avez dans la main, c'est vous. Voilà. Est-ce que votre manière de communiquer à cette personne est bonne? Il y a des manières de communiquer. Comment est-ce que vous lui faites les remarques? Oui. Ça, c'est très important. Est-ce que vous faites la remarque toujours de la même manière? Alors, je vous donne une méthode très simple pour faire une remarque à quelqu'un, même une remarque difficile. Vous faites, allez-y sur des faits. Parce que nous, les femmes, on est très, très émotives. On va aller sur des émotions, on va commencer à qualifier, oui, quand tu fais ça, mais ça me décourage. Non, ne jugez pas la personne. Il faut lui expliquer des faits. Concrets. Par exemple, tu es sorti hier, tu es venu à 23 h. Avant-hier, tu es venu à minuit. Le jour d'avant, tu es venu à 1 h. Vous faites 5, 6 faits comme ça, c'est des faits. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas d'émotion attachée à ça. C'est des faits. Voilà, voilà. Tu as fait ça, tu as engagé l'argent de la famille. On est tombé. On a fait ça, c'est tombé. Bon, ça fait au moins 3-4 fois. Voici les faits. Maintenant, vous parlez de l'impact. Quel impact ça a sur notre couple? Bon, le fait que tu rentres à 16 h, là, voilà l'impact que ça a sur notre couple. Voilà l'impact que ça a sur moi. Et même sur toi, voilà l'impact que ça peut avoir. Soit vous laissez la personne dans la réflexion, vous ne suggérez rien. Soit vous suggérez quelque chose. Mais si c'est quelqu'un qui est un peu fermé, vous le laissez avec ce que vous avez observé, les faits et l'impact que ça peut avoir. Et comme c'est un adulte, la personne va réfléchir. Le déclic se fera plus tard. Voilà. Peut-être si c'est un enfant, quelqu'un plus jeune, vous pouvez aller à suggérer quelque chose, à dire, bon, à l'avenir, il faut faire ça, peut-être associe-moi dès le début, ou si ceci, etc. Donc si vous êtes méthodique comme ça, allez sur les faits et non pas sur les émotions. Ça marche beaucoup plus. Ça marche. Pourquoi mettre beaucoup l'accent sur les femmes plus que sur les hommes? Quand on parle de déception, chaque fois c'est les femmes, les femmes, les femmes. Les hommes aussi vivent des déceptions. Oui. Comment cela se différencie-t-il? Alors, je crois que c'est peut-être quelque chose, c'est pas forcément scientifique ce que je dis, hein, c'est un peu mon recul de la vie. J'ai l'impression que les hommes passent plus rapidement à autre chose que les femmes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils résolvent le problème. Voilà. Ils passent rapidement à autre chose, alors que la femme, elle est beaucoup plus couveuse, elle va couver ça, elle va peut-être ruminer, elle aura besoin d'en parler parce qu'elle a son mode de fonctionnement, mais l'homme ne va pas forcément en parler. Mais ce que je constate, c'est que, mais au-delà de tout, l'impact peut être plus fort chez l'homme parce qu'il ne va pas faire attention à ça. Enfin, je vous dis ça en français facile, c'est-à-dire, un homme peut être déçu d'une femme, et après ça c'est fini, il est déçu de toutes les femmes. Toutes les femmes grandes, claires, noires, petites, quoi, c'est même ça. Ça veut dire rapidement on va à des stéréotypes et on met les gens dans des sacs. Voilà. Donc vous allez rencontrer des gens qui sont amers parce qu'ils ont eu des déceptions. Mais à un moment donné, il faut aussi s'asseoir pour voir est-ce que c'est pas moi. Voilà, c'est pas forcément toutes les filles courtes de 1,50 m qui sont comme ça. Mais ou toutes les femmes claires qui sont comme ça. Bon, vous savez, dans la vie, je pense qu'il faut qu'on évite trop les stéréotypes. Ranger les gens dans des sacs, là, dans des boîtes, dans des catégories. Les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça. C'est une façon de juger les gens. Ouais, vaut mieux, il faut vraiment une approche individuelle. Chacun a son histoire, chacun a sa manière de faire, chacun a ses raisons, ses valeurs, etc. Est-ce que c'est pas moi qui vais tout le temps vers le même type de femme? Et c'est pour ça que je suis déçu.
Si tu aimes les femmes un peu bandites, mais tu ne l'assumes pas, mais tu t'en vas prendre ça. Il y a le résultat aussi de ça, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous venez dire que toutes les femmes Sont comme ça. Alors que c'est une attirance que vous avez de ce type de femme. Donc si vous avez une attirance pour ce type de femme, il faut assumer aussi que son côté bandit, là, il y a le bon comme il y a le mauvais, quoi. Seulement, c'est difficile pour eux même de s'assumer. C'est ça. C'est ça un peu le... On a tendance à rejeter la faute sur les autres. Oui, ça c'est la simplicité qui le veut, mais je crois qu'à un certain niveau, quand on veut vraiment s'améliorer, on veut vraiment que ne plus retomber dans les mêmes erreurs, il faut s'asseoir et puis comprendre ce qui s'est passé, quelles étaient mes attentes, est-ce que c'était pas trop élevé? Vous ne pouvez pas demander à... Je sais pas, comme je donnais l'exemple de l'arbre là, du manguier, et puis vous attendez des pommes. C'est pas possible, ça ne va jamais se faire. Il faut être réaliste parfois. Oui, souvent, il faut être réaliste. Cela même toujours. Toujours, merci beaucoup. Qu'est-ce qui guérit de la déception, de façon résumée? La remise en cause et la capacité que j'ai à trouver ce que j'ai gagné de cette situation-là. C'est ça qui va vous rendre plus fort. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui sont convaincus que quand on est dessus, pour une fois, c'est pour toute la vie. C'est quasiment impossible de reprendre les choses en main. La vie sera une succession de déceptions. Je ne sais pas s'il y a des jeunes qui nous suivent, ça peut les décourager, mais la vie sera une succession de déceptions à cause de nos attentes. Donc, si on veut être moins déçu, il faut avoir moins d'attentes envers les gens. Il faut avoir moins d'attentes. Vous ne pouvez pas estimer que... Par exemple, imaginez que je viens ici, je me dis, non, j'ai une attente, je dis, non, on finit l'émission, ils vont me donner de l'argent. J'ai le droit d'avoir cette attente, mais est-ce que c'est garanti que j'aurai l'argent? Non, je peux aussi baser sur quoi? Vous voyez? Donc après, je vais sortir, je dis, Queen Mafa, c'est pas un bon coin, moi je suis parti, ils vont pas donner l'argent. Mais ce n'était même pas de ça qu'il s'agissait. Donc la notion d'attente, j'insiste vraiment aux spectateurs, téléspectateurs, la notion d'attente, comme je vous ai dit, c'est nous-mêmes qui avons la maîtrise de nous, c'est-à-dire on peut agir sur nous. Gérons nos attentes. Diminuons nos attentes par rapport à certaines personnes, certaines choses. Il y a des choses que des personnes ne peuvent pas nous donner. Il y a des choses que la vie ne peut pas nous donner. Les gens ont tendance à dire que tout attendre de soi. C'est ça, c'est lié. C'est lié à nos attentes. C'est pas simple. C'est ça. Il y a une activité qui est prévue pour le 14 décembre. Oui. Dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Absolument, oui. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une grande rencontre de femmes. Vous voyez que tout de suite j'ai le sourire. Ça s'appelle Parlons-nous entre femmes. C'est une journée de transformation, d'inspiration, de transformation, de métamorphose. Donc l'idée c'est plusieurs panels sur différentes thématiques. L'objectif étant de contribuer à l'épanouissement des femmes du Burkina Faso, à leur autonomisation financière dans la mesure du possible. Donc c'est de parler de thématiques qui nous concernent, nous les femmes, et puis de trouver des solutions entre nous pour se fortifier et puis avancer dans la vie. Donc du matin jusqu'en début d'après-midi, nous serons en salle pour travailler. Il y aura différents panels. Il y aura un panel d'inspiration qui sera avec des femmes. On va parler de leadership féminin. Comment est-ce que je fais pour trouver ma place dans mon pays? Vous savez que notre pays s'est engagé dans de grands chantiers. La femme a sa place à trouver. Comment je trouve ma place? Comment je trouve ma place dans mon secteur? J'exprime mon leadership féminin. Comment je développe mon leadership? Et ça va être avec une série de personnes qui vont intervenir, partager leur expérience. Ensuite, il y aura un panel sur l'entrepreneuriat et les difficultés d'accès des femmes au financement. Donc, on sera avec le FARF et puis la Chambre de commerce qui ont envoyé des femmes fantastiques qui vont venir nous parler de ce que leurs institutions font pour accompagner les femmes. On aura des chefs d'entreprise qui seront là aussi pour partager. Et on aura une petite touche verte qui sera ce volet environnement qu'on a rajouté cette année. Parce que nous croyons que les femmes sont le levier sur lequel on peut vraiment s'appesantir pour que des actions sur notre environnement puissent être faites. Ça va être important d'écouter quelle est la situation de notre environnement, etc. Nous avons des experts du ministère de l'Environnement qui seront là pour nous dire la réalité des choses. Et nous allons notamment parler de cette loi sur les sachets. Comment on vit sans sachet, ils vont nous expliquer un peu, de façon à ce qu'au moment où il faille mettre cette loi
puisse comprendre. Voilà. Parce que c'est nous les femmes qui avons les sachets à la maison, l'eau, c'est les femmes. Le communiquer avec les sachets du matin au soir. C'est ça exactement. Ah, d'accord. Que ce soit pour aller au marché, que ce soit pour vendre, c'est nous les femmes qui sommes en contact avec les sachets. Donc je crois que c'est une belle opportunité de parler donc à ces femmes. Je crois qu'il y avait une question, mais qui nous a échappé. On va nous ramener ça. En attendant, quelles sont vos attentes par rapport à l'événement? Alors, les attentes envers les femmes du Burkina, c'est déjà qu'elles sortent et qu'elles arrivent. C'est un événement gratuit. Qu'elles sortent et qu'elles viennent massivement pour qu'on puisse échanger ensemble. Ça va être un bon moment, un moment de partage entre des femmes inspirantes, des femmes de tous bords. Il y aura des témoignages de personnes déplacées internes, des femmes qui ont pu reprendre leur vie et qui sont entrepreneurs. Il y aura de belles choses qui vont booster voilà, notre envie de nous exprimer de façon à ce que 2025 soit une année extraordinaire et que nous puissions tous contribuer donc au développement de notre pays. Parce que le thème c'est réveille la lionne qui sommeille en toi car ton pays a besoin de toi. Donc le pays a besoin de chaque femme dans son domaine doit pouvoir s'exprimer pour que notre pays avance et qu'on ait cette souveraineté tant recherchée. C'est un thème interpellateur. Oui. Nous avons reçu notre question sur notre page Facebook. Il existe des hommes qui refusent que leur femme fasse ce qu'elle aime. Il a mis ça au singulier. Beaucoup de femmes sont déçues et ne savent pas quoi faire, mais ne veulent pas se séparer aussi de leur conjoint. Comment il faut faire? Celle-là, c'est à la limite des violences basées sur les gens. Qu'est-ce que vous conseillez à ces gens? C'est-à-dire que la personne vit une situation qui ne l'arrange pas, elle ne peut pas s'en défaire, mais elle est là quand même tout en souffrant. Alors, souvent, à un certain moment, un certain nombre d'années de mariage, on a tendance à présenter le mariage comme étant, ou même le mari, comme étant un ennemi, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui nous maltraite, etc. Je crois qu'il faut se rappeler aussi des moments où on s'est rencontrés. Il y a eu aussi de bons moments. Oui, il y a des choses on s'est dit. Ça me permet déjà d'éviter de diaboliser le mari, de le voir comme notre souffre-douleur et nous les victimes. Il faut qu'on sorte de la victimisation. Il faut qu'on se remette en cause. Qu'est-ce qu'on a aussi accepté toutes ces années pour que ça en arrive là? Ça, c'est des questions à se poser. Parce que le chemin a été fait ensemble. Le chemin a été fait ensemble. Il n'est pas devenu un diable un matin. Voilà. Peut-être que de son côté aussi, si on parle avec lui, il va trouver que vous êtes devenu une diablesse aussi. Donc, c'est essayer de se rappeler, bon, quand on s'est rencontrés, on se disait des choses. C'est d'essayer de se reconnecter à ça. D'abord. Voilà. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez vous ouvrir pour dire, mais à quel moment on est devenu comme ça? À quel moment tu es devenu comme mon ennemi? Et vice-versa. Qu'est-ce qu'on est en train de rater de notre vie? Il n'y a qu'à ce moment-là qu'on pourra parler. Parce que si on ne parle pas, il ne s'agit pas de dire je suis fatigué, je ramasse mes choses. Si vous ne résolvez pas ça, vous allez aller le refaire ailleurs. Il faut vous remettre en cause déjà. Quel a été le cycle qui vous a amené? Ce n'est pas un matin aussi que vous êtes tombé dans cette situation. Ce n'est pas méchant, hein, mais mon rôle de coach, c'est de challenger les gens, remettre en cause et aider les gens à réfléchir plus loin. Parce que quand on se positionne en victime, on ne se positionne pas comme ayant une solution. Vous voyez? Quand on voit l'autre comme le bourreau et moi la victime, je suis en bas et puis je subis. Mais quand on se dit, bon, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas fait correctement, qu'est-ce que c'est? Ça me redonne plus de force et ça me permet de me relever, de lire la même situation là, vous allez la voir différemment. Donc j'exhorte cette femme justement à voir cette situation différemment avant de prendre une décision définitive. D'accord. Une autre question. Quel conseil pourrez-vous donner aux hommes victimes de déceptions amoureuses, surtout l'infidélité de la femme, d'une part, et d'autre part, parce qu'elle pense que c'est possible pour un homme. Non. Est-ce que c'est possible pour un homme de pardonner l'infidélité de sa femme, de se reconstruire? Oui, je crois que c'est en quelque sorte ça. Enfin, dans quel cas une femme peut-elle supporter et pardonner l'infidélité de son homme? C'est plusieurs questions dans une question. En gros, c'est pour dire d'abord
quel conseil vous donnez aux hommes victimes de déception amoureuse? Par exemple, quand il a été trahi par l'infidélité. Deuxième question, comment un homme peut-il pardonner l'infidélité de sa femme et puis se reconstruire? Et ensuite, dans quel cas une femme peut-elle supporter l'infidélité de son homme? Ça veut dire vice-versa. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est un homme qui a posé la question, mais c'est les mêmes conseils que je donnerais à une femme. L'homme ne souffre pas plus d'une déception qu'une femme. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce sont des pesanteurs sociales qui nous font penser que l'homme, c'est plus difficile pour l'homme parce qu'il y a l'image, etc. La femme est autant blessée que l'homme qui a une infidélité. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, l'infidélité me renvoie une image de quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, de quelqu'un, et ça touche, ça escamote mon estime de moi-même. Et c'est des deux côtés. Donc, il ne faut pas que l'homme pense que il va souffrir plus ou c'est plus compliqué. Non, c'est le même cheminement. C'est le même cœur humain qui subit la même douleur. Exactement. Voilà. Donc, c'est un peu comme la dialectique de l'infidélité de l'homme un peu plus supportée que la femme. D'où ça vient? D'où ça vient? Ça fait autant mal de tous les côtés, quoi. Vous voyez? Donc, c'est le même cheminement pour un homme. C'est la même chose, c'est de tirer les leçons, de savoir ce que j'ai appris et de savoir maintenant comment je vais travailler ma relation nouvelle avec la personne. Là, maintenant, il y a une question de volonté, de rester ensemble. On dit, malgré tout, on va avancer. Pour les femmes, ce que je leur conseille en général quand elles parlent, et je conseille aussi aux hommes, ceux qui m'écoutent, c'est quand une femme vient chez moi en séance, qui veut travailler avec moi en séance de coaching, et que c'est l'infidélité qui sort, je vous avoue que je ne travaille pas sur ça. Le travail que je vais faire, c'est de permettre à cette femme de quitter, d'enlever son zoom là, sur cette infidélité, et de mettre ça sur autre chose. Parce que vous ne pouvez pas changer quelqu'un, je vous ai dit. C'est pas en criant, c'est pas en déchirant ses habits, c'est pas en... J'ai entendu des cas de femmes qui sont allées raser, frapper la fille, aller raser la moitié de sa tête. Ça vous donne quoi? Au contraire, vous légitimez la personne, il va défendre la personne. C'est pas en vous humiliant, tout ça, ça ne guérit pas l'infidélité. Il faut se reconstruire en pensant à soi maintenant. En enlevant le zoom, vous connaissez les zooms? J'enlève ça de l'infidélité, je le zoome sur ma propre vie. Qu'est-ce que je veux de ma vie? Il faut commencer maintenant à se projeter dans l'avenir. Oui, et par rapport à soi-même, qu'est-ce que je veux de ma vie? Est-ce que mon mari est le centre de ma vie? Est-ce que mon foyer c'est le centre de ma vie? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est important? Qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté? C'est des bonnes questions. Un jour, ce monsieur ou cette femme dans l'infidélité va se calmer, va arrêter. Ça ne peut pas continuer tout le temps. Et c'est bizarre, vous savez, le couple, c'est tu me fuis, je te suis, tu me suis, je te fuis. Donc, quand l'homme voit qu'en général, la personne a dézoomé de ce problème-là, ça devient même plus intéressant même de faire ça. Vous savez, il y en a qui sont machiavéliques, hein, c'est le fait de faire mal là. C'est ça, ils aiment. C'est ça, ils aiment. Donc, quand vous dézoomez, vous enlevez le zoom, mettez ailleurs, vous allez voir des femmes qui se consacrent plus aux enfants. Et l'homme va dire, mais c'est les enfants, c'est les enfants. Bon, comment je fais comment? Pendant que tu fais ça, je fais comment? Il faut aussi que je me reconstruise, que je comprenne qui je suis, que je quitte la victimisation et que j'avance le temps que tu finisses et puis qu'on se remette ensemble, quoi. Notre émission tire vers sa fin. Maintenant, j'aimerais que tu donnes quelques, pas forcément des conseils, mais des idées, par exemple, à ceux qui ne se sont pas encore engagés dans des relations. Si un jour ça survenait, quelles sont les dispositions qu'on peut prendre pour amortir les chocs? Amortir, ouais, j'aime bien beaucoup le mot que tu utilises, amortir les chocs. Alors, ce que je dis à toute personne qui n'est pas encore mariée, travaille à te connaître avant d'entrer dans le couple. Le célibat, c'est la meilleure période de la vie. C'est la période où on apprend à se connaître. Il faut tomber amoureux de toi-même d'abord avant d'aller tomber amoureux de quelqu'un. Qu'est-ce que tu es en train d'apporter dans le foyer? Quelles sont tes attentes même? C'est là que tu vas comprendre quelles sont tes attentes et que tu pourras dire, oups, on dirait que je veux idéaliser, je veux le prendre comme un dieu, etc. Ouais. Souvent, c'est quand on nous a giflé qu'on dit, wow, apparemment, je l'avais pris comme... On s'est rêvé. Voilà. Mais il faut entrer dans le mariage étant conscient que c'est un être humain qui est faillible, tout comme je le suis aussi, et pouvoir l'observer aussi, voir s'il y a des choses que vous allez supporter. On dit dans certaines cultures que ce qui s'est installé dans le mariage a déjà salué déjà pendant les fiançailles.
Mais c'est qu'on n'a pas fait On attention. n'a pas fait attention. Mais sinon, il n'y a pas de surprise en général. Ça dit bonjour. Et puis, il est venu s'asseoir maintenant quand vous êtes marié. Donc, quelqu'un qui te tape avant de rentrer dans le mariage, il ne faut pas t'attendre à ce que ça s'arrête. Il faut aider la personne à travailler ça avant d'entrer dans le mariage. Je n'ai pas dit de laisser la personne, j'ai dit de l'aider à travailler ça, à gérer sa colère, à gérer ce sentiment d'infériorité. Il faut accompagner la personne Accompagner dans la le personne. processus. Et si vous ne pouvez pas, il faut vous faire accompagner, nous sommes là pour ça. Un dernier mot avant qu'on se dise au revoir. Parce qu'on aime bien causer, mais aussi, à un moment donné, il faut... les gens peuvent toujours réagir sur notre page Facebook aussi, ils peuvent prendre attache avec vous. Je répondrai aussi s'il y a d'autres questions. Alors, le dernier mot que j'aurais à dire sur la déception, c'est de dire que si vous ne voulez pas être trop déçu, il faut faire attention à ce que vous attendez des gens. Est-ce que vos attentes sont légitimes? Est-ce que la personne en face de vous peut vous donner ce que vous attendez d'elle? Ça, c'est votre responsabilité que de ne pas laisser votre cœur se balader comme ça, le déposer au bord du goudron et puis tout le monde vient taper. C'est à vous de protéger votre cœur en manageant vos émotions, en manageant vos attentes quand vous entrez en relation. Ça, c'est très important. Et enfin, dernier mot, c'est d'inviter toutes les femmes qui ont envie d'avancer, qui veulent quitter la victimisation, qui veulent être boostées, à venir ce 14 décembre. Donc, à la belle salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. L'entrée est libre et gratuite. On n'a pas besoin de s'inscrire. On peut s'inscrire juste pour le suivi après, parce qu'on va faire un groupe et puis on peut échanger de certaines choses, mais sinon l'accès est libre et gratuit. À quelle heure? C'est à partir de 9 h, la cérémonie d'ouverture avec nos officiels. Puis on va entrer vraiment dans le vif du sujet. Et le dimanche, à 18 h, il y aura un gala de reconnaissance de certaines femmes qui ont travaillé pour les femmes. Et gala de reconnaissance aussi pour toutes sortes de personnes qui ont contribué vraiment. J'oubliais que la journée du 14, il y aura évidemment du développement personnel. Je serai avec coach Priska et on va vous booster. Priska Soré, oui, on va vous amener dans d'autres dimensions pour renforcer votre force intérieure. Je crois qu'après ça, 2025 aura chaud. C'est tout notre souhait. Oui, merci. Nous allons conclure avec une citation digne de son nom, avec Nora Kafando, avant que moi je ne dise au revoir. Une citation de motivation. De motivation. Oui. Pour nous booster. Ce qui me booste tous les jours, c'est oser être soi, c'est le début du bonheur. Oser être soi, c'est le début du bonheur. Sois toi-même, ne cherche pas à être qui que ce soit d'autre. Sois toi naturel. La vie est beaucoup plus facile quand on est authentique. Si tu es malheureuse, pleure. Si tu es content, montre-le. Mais sois toi. Ça évitera les AVC, les maladies et tout ça. Et puis sache que, ayant été créée femme, tu as une force intérieure incroyable que tu ne connais pas d'abord. En tout cas, je prends bonne note. Elle aime bien les citations, elle aime ça. Merci beaucoup pour ce conseil. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de notre émission. Notre invitée est Nora Kafando, elle est coach de vie. Elle vous donne rendez-vous le 14 décembre dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères à partir de 9 h. C'est l'occasion pour vous de venir vous ressourcer, avoir des partenaires, nouer des relations pour sortir un peu de votre cocon, et changer d'humeur, tout ça. En tout cas, c'est une opportunité qu'elle vous offre. Soyez au rendez-vous. Quant à moi, je vous dis au revoir. À bientôt pour un autre numéro.